Et moi, je suis resté là. Nous sommes restés là. Après un certain temps, celui qui était blessé à la poitrine, aucun médecin n'est venu nous voir. Il a commencé à souffrir et à se plaindre des douleurs. Il a demandé qu'on vienne l'aider, sinon il va mourir. Personne n'est venu. Il est resté à un moment donné. Il a crié, il s'est étiré, le sang a giclé et il est décédé, il est mort. Lorsqu'il est mort, ils sont venus avec une espèce de lit à roulettes. Ils l'ont amené, ils ont essuyé là où il était couché. On m'a demandé de me mettre là-bas. Je me suis assis là-bas. Ma femme a pris son pagne, l'a mis et je me suis mis là-dessus. Les autres qui étaient blessés, qui étaient dans la pièce, se plaignaient de douleur. Celui qui était blessé à la main, il a dit, grand frère, ils ne vont pas nous soigner. Je vais aller à la porte. Si je trouve un véhicule, je vais partir. Nous allons rester là, mais nous allons mourir un à un. Il est allé s'asseoir à la porte. Je suis resté seul avec ma femme. Et il y a un médecin qui travaille sur le côté. Il passait de temps en temps, il nous voyait. Et quand il passait, il me regardait, ma femme et moi, et il faisait donc des va-et-vient, faisait son travail. Les deux autres qui étaient dans la pièce, ils se plaignaient, ils criaient, ils demandaient qu'on vienne les aider parce qu'ils souffraient. À un moment donné, il y a un autre qui est décédé. Et moi, j'étais assis face à la porte. Et j'ai demandé, on m'a dit qu'il était décédé, on l'a amené à la morgue. Nous sommes restés là avec ma femme. Et l'autre est resté dans la pièce, il se plaignait. Et nous étions à peu près 5 personnes. Celui qui avait mal à la main est parti. Deux sont décédés, il restait 2 personnes. Avez-vous été traité à l'hôpital CHU de Cocody? Aucun médecin n'est venu nous voir. Personne n'est venu nous voir. Quand on appelle un médecin, il ne vient pas. Oui, je sais pourquoi. Ce qui avait été dit à Yopougon, c'est la même cause. Eh bien, je peux vous dire pourquoi. Vous voulez que je le dise? Vous voulez que je le dise? Pourquoi? Nous y arrivons, mais je veux juste comprendre. À l'hôpital de Cocody. Oublions Yopougon. On se concentre maintenant Cocody. Est-ce qu'on vous a expliqué pourquoi vous n'étiez pas traité? Non, nous sommes restés assis.
Oui, ils m'ont donné des papiers, des documents. J'ai fait les photocopies et j'ai donné aux enquêteurs de la CPI. J'ai les originaux. Très bien. Alors, monsieur le témoin, le premier document que j'aimerais montrer de manière confidentielle, je crois qu'on peut le montrer sur les écrans et que cela n'occasionne pas de difficulté si nos écrans sont orientés. Mais encore là, c'est très loin. Le premier document porte la cote CIV OTP 0073 1059. Et j'aimerais le montrer aux témoins. Monsieur le témoin, pendant qu'on est sur cet exercice et je pose la question des plus respectueusement possible, je comprends que vous ne savez lire ou écrire. D'accord. Alors, je vais vous montrer certains documents, mais vous, êtes-vous capable de... Comment... Je vais reformuler. Comment identifiez-vous les documents que vous recevez? Je ne peux pas bien lire, mais je connais les numéros et je peux dire les chiffres à ma manière. Mais je peux parfois lire les lettres de l'alphabet, faire la différence. Alors, s'il était possible d'appeler la pièce. Et si vous ne le... Je ne sais pas si vous voyez la pièce au complet sur votre écran. Oui, je vois la première pièce. Là, c'est complet, oui. Le reste du montant est en bas. En haut à gauche, on voit une empreinte. Une empreinte, pardon. Oui, le premier montant est indiqué là. Après l'opération, il y a un deuxième montant qui a été payé. Il est indiqué plus bas. Ça, c'est le premier montant que vous voyez, dit le témoin. Donc, ce sont les frais. C'est bien cela? Oui, le premier montant qui a été indiqué, c'est celui qui est là. Après l'opération, il a demandé un deuxième montant qui est indiqué plus bas. Il a dit que si je ne paye pas ce montant, je ne pourrai pas quitter la clinique. C'est la raison pour laquelle nous avons deux factures, deux montants. Alors, Your Honors, for the purpose... Monsieur MacDonald. Alors voilà, cela a été admis, mais je voulais juste mettre en exergue la date, le 18 décembre 2010. Et il s'agit de la pièce CIV-OTP
0073 1054. One zero five four. 1074. Très bien. Monsieur, vous voyez la pièce? Est-ce que vous reconnaissez ce document? Oui, je vois la pièce. Ceci est une ordonnance. Donc, il s'agit d'une prescription et je... Ceci est une ordonnance. So, Your Honors, I note the date. Donc, je remarque la date du 18 décembre 2010. Oui, vous avez la date du 18, c'est la date à laquelle je suis arrivé. En fait, ce sont les premières factures. Elles datent du 18 décembre. Ce sont les premiers reçus, les premières ordonnances. Elles ont été établies le 18 décembre, la date à laquelle je suis arrivé à la clinique Sainte-Jeanne-Léora. Monsieur le témoin, je vais maintenant vous montrer une autre pièce. CIVOTP 0073 1053. Attendez la question. Est-ce que vous reconnaissez ce document? Oui, je connais ce document. C'est une ordonnance également. Je remarque également qu'il s'agit du 18 décembre 2010. De la date à laquelle vous avez quitté la clinique. Non, je ne me souviens plus de cette date. Je suis sorti de la clinique et j'ai acheté des médicaments sur la base d'autres ordonnances, mais je ne me souviens pas de la date exacte. Et ces prescriptions, où les avez-vous reçues? Ces ordonnances, il y a des ordonnances qui ont été données par la clinique. Et quand j'étais à la clinique, on a acheté des médicaments également sur la base d'ordonnances. D'accord. Je demanderai qu'on appelle la pièce CIVOTP 0073 1057. Il s'agit d'une ordonnance médicale. Est-ce que vous reconnaissez? Oui, je reconnais une ordonnance. Mais tout ça, ce sont mes ordonnances parce que lorsque je suis sorti de la clinique, je me suis rendu au CHU où on m'a prescrit une autre ordonnance. Monsieur le témoin,
Alors, je note que sur cette pièce, il est indiqué le 22 décembre 2010 pour la chambre également. La prochaine pièce que je vais appeler, je l'indique immédiatement, mais avant de la montrer, je vais poser des questions, mais je vais me donner l'ERN. CIVOTP 0073 1060. Vous avez mentionné tout à l'heure que pour pouvoir quitter la clinique, vous devez payer votre facture. Est-ce que vous vous rappelez au moment de votre sortie si effectivement on vous a donné un montant final à payer? Le premier document, je me rappelle, le montant y est mentionné et c'est ce qui a été rajouté à la main. Et ça, c'est l'argent que je devais payer parce qu'on avait déjà payé une avance. Donc, c'est le premier document que vous nous avez montré et le chiffre indiqué, le montant indiqué de manière manuscrite. Fait. Alors maintenant, je vais vous montrer un autre document. Est-ce qu'on peut voir la pièce que j'ai précisée tout à l'heure? Merci. Vous voyez, monsieur le témoin? Est-ce que vous reconnaissez? Exactement. C'est ça le montant complet, le total que nous avons eu à payer. En fait, c'est bien la facture. Il s'agit de la facture que j'ai payée avant de sortir de la clinique. J'ai été trop vite, je vais reformuler la question. Il est indiqué le... Écoutez ma question. Écoutez ma question. Sur ce document, il est indiqué le 22 décembre 2010. Est-ce que cela vous rafraîchit la mémoire au sujet de la date à laquelle vous seriez sorti de l'hôpital? Oui, tout à fait. Parce que le jour où je suis sorti de la clinique, c'était bien le 22 décembre. Et je suis rentré chez moi. I have additional documents that I could show this witness in relation to... Je pourrais montrer quelque chose à ce témoin par rapport à cette clinique. Alors, j'en implore à l'indulgence de mes collègues afin d'éviter de devoir perdre du temps là-dessus. Pourrions-nous simplement se mettre d'accord qu'elles seront simplement versées? Je fais référence à toute une série de documents qui proviennent de la même clinique et que vous retrouverez sur la liste que nous vous avons adressée avant que le témoin ne soit là. Je vous donnerai chaque fois les derniers chiffres de ces documents. 1055, 1056, 1058. Et je vous serais très reconnaissante de pouvoir les verser en une fois. Ainsi, nous pourrions avancer et terminer un peu plus rapidement que ce que nous faisons maintenant. Maître Chi, il n'y a pas d'objection. Le procureur, Maître Knops. Maître Knops, pas d'objection. Le juge-président, pas d'objection. Le représentant légal des victimes, pour nous aussi, c'est parfait. J'aimerais maintenant
que l'on discute de vos blessures rapidement. Je n'ai pas l'intention de vous demander de vous lever ou de montrer à la chambre de visou. Mais je comprends que certaines photos ont été prises de vos blessures. Par les enquêteurs au moment de votre déclaration. Alors, la première photo, j'aimerais vous montrer la pièce 0073 1069. Et pour les fins de la chambre, cette photo a été prise le 31 janvier 2015 par nos enquêteurs. On peut la montrer en public, celle-ci, il n'y a aucun problème. Monsieur le témoin, est-ce que vous êtes à même de voir sur votre écran? Parole au représentant légal des victimes qui peut à son tour poser des questions dans les limites précisées dans le cadre juridique qui est le nôtre. Limiterai parce que certaines des questions que je voulais poser ont déjà été posées par le bureau du procureur. Initere, bonjour. Je vais bien, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Je ne vais pas m'introduire parce qu'on se connaît. Je vais vous poser quelques questions. Je vous salue également. Monsieur le témoin, vous venez de nous dire que vous n'avez pas de travail aujourd'hui. Pouvez-vous nous dire combien de... Je ne peux pas travailler, je ne suis pas en état pour travailler. Parce que sans jambes, vous ne pouvez pas travailler, n'est-ce pas? Très bien. Maintenant, combien de personnes vous avez à charge? J'ai mon épouse et sa jeune fille et moi-même une de mes sœurs, plus les 4 enfants que j'ai. Alors il s'agit là des personnes qui sont à ma charge. Donc mes 4 enfants et la petite sœur de ma femme, mon épouse et la fille, l'enfant d'une de mes petites sœurs. Voilà les personnes qui sont à ma charge. Monsieur le témoin, comment souvenez-vous aux besoins de votre famille aujourd'hui? Je vous ai dit que j'ai loué une maison à l'époque où j'étais en bonne santé. J'avais 2 maisons, j'en ai vendu une, je suis resté dans une maison, que l'autre je l'ai louée et c'est avec le loyer que je parviens à nourrir ma famille. Ma femme également fait un petit commerce et le tout mis ensemble, nous pouvons subvenir à nos besoins. Monsieur le témoin, recevez... Soins médicaux, vous dites?
traité d'une façon ou d'une autre aujourd'hui? Non, aujourd'hui, je me prends en charge. Personne ne m'aide. Moi-même, je me soigne selon mes moyens. Par conséquent, vous savez, lorsque vous ne travaillez pas, même si vous avez de l'argent, étant donné que vous n'avez pas d'emploi, cet argent finit. Donc, j'utilise mes propres moyens pour me soigner. Et je dois avouer que je n'ai plus autant de moyens, donc c'est une situation qui est assez difficile pour moi. Est-ce que ce ne serait pas correct de dire que vous aurez besoin d'une intervention chirurgicale pour votre jambe? Bien sûr, on m'a promis de m'aider à opérer ma jambe, mais cela n'a pas été fait. Des personnes m'ont promis cela, mais j'attends toujours. Donc, même si cette promesse n'a pas été tenue, je tiens quand même euh, à mentionner. Et quand on vous a informé que éventuellement vous pourrez avoir une intervention chirurgicale, est-ce que on vous a dit si éventuellement votre jambe pourrait récupérer l'entièreté de sa fonctionnalité après l'intervention? Bien, on peut peut-être soigner, mais je ne peux pas retrouver ma jambe comme avant parce qu'il y a beaucoup de morceaux d'os qui ont disparu. Donc, j'ai même, ma jambe s'est même un peu raccourcie. Même si on m'a dit qu'on peut me soigner, cependant, ce ne sera jamais comme avant parce que il y a beaucoup d'os qui ont été cassés. Monsieur le témoin, qu'est-ce que vous aiderait le plus dans votre vie quotidienne aujourd'hui? Vous savez, je suis chauffeur de profession. Donc, c'est le moyen de travail. Est-ce que j'ai passé toute ma vie comme chauffeur, même si j'ai une voiture et que je prenne un chauffeur pour la conduire, cela pourra être utile. Et sinon, je ne sais pas ce que je pourrais mener d'autre comme activité. Toute activité qui pourrait m'aider à subvenir à mes besoins, ou alors si je peux avoir un peu d'argent, ouvrir une boutique, cela pourrait également être utile, mais je ne peux pas travailler comme je le faisais auparavant. Monsieur le témoin, quels sont vos souhaits pour le futur? Pour mon avenir, vous savez, lorsque les gens vous promettent de vous aider, tout ce que vous recevez est le bienvenu, parce que c'est vous qui recevez l'aide. Vous ne pouvez pas, en fait, ne pas être reconnaissant. Donc, lorsque vous recevez des dons, vous devez vous débrouiller. Je ne peux pas avoir des exigences parce que dans ma situation actuelle, si les gens m'aident, ils m'aident. Je ne peux pas leur imposer quoi que ce soit. Donc, je m'en tiens à ce qu'ils peuvent faire. Donc, tout ce qu'ils feront de bon cœur, pour moi, me suffira. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Personnellement, aujourd'hui, je suis content parce que toutes les
personnes qui ont été blessées. Et si ces personnes peuvent participer à un jugement, c'est en fait la volonté du bon Dieu. Beaucoup d'autres personnes ont été blessées. Cependant, grâce à l'aide de bonne volonté et du bon Dieu, j'ai pu venir ici parce que vous savez, certains ont perdu un œil, un bras ou une jambe. Donc, si vous pouviez me suivre en Côte d'Ivoire, je vous montrerai leurs familles et même survivants. Donc, je ne mens pas. Aujourd'hui, je suis au prétoire pour un jugement. Donc, cela nous fait plaisir et parce que nous portons beaucoup d'espoir sur le tribunal de manière à ce que les pauvres doivent être aidés contre les actes des riches et des dirigeants. Donc aujourd'hui, je me rends compte que je n'ai rien, mais je suis là en train de parler au président du tribunal et j'en remercie le bon Dieu et je voudrais vraiment vous remercier de cette occasion. Parce que de telles approches pourraient réduire le mal sur terre. Parce qu'il y a des gens qui, si en l'absence de ces actions, et le bon Dieu pourrait faire preuve de miséricorde. Donc, je tiens compte de tout cela et je vous en remercie. Merci beaucoup. Thank you, Mr. President. Please conclude. Madame Massida, merci, Monsieur le Président. Je suis au bout de mes questions. Le juge président. Merci, Madame Massida. Je vais donner la parole maintenant pour une demi-heure à la défense. Maître Altit, vous avez la parole. Le contre-interrogatoire sera mené par Maître Chi. Mr. President, Your Honours. Maître Chi, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, avant d'entamer la tâche importante que j'ai devant moi, j'ai une question que je voudrais aborder à titre préliminaire et qui est essentielle pour la conduite de ma mission. J'ai bien pris conscience de la gestion que vous avez choisie pour ces procédures aujourd'hui et le souci de la Chambre pour que ce procès soit à la fois équitable et rapide. Et c'est dans cet esprit que je me tourne vers la Chambre pour avoir des éclaircissements. Comme il est habituel, avant de venir ici aujourd'hui, et même s'il faut entendre un témoin avant de savoir comment contre-interroger, il y a toute une préparation qui se fait avant, forcément. Et la préparation que j'avais faite pour asseoir mon contre-examen n'est pas différente en méthodologie ou des autres préparations que j'ai toujours eu à cœur de mener, que ce soit pour mes contre-interrogatoires dans les tribunaux nationaux ou internationaux. Je me suis également préparée sur base du protocole que cette Chambre a édicté avant que le procès ne commence. Et justement, je constate que dans ce protocole, il est précisé que dans le respect de la règle 142B, la partie qui n'a pas appelé le témoin à la barre peut l'interroger sur toute question, à moins que la Chambre lui en informe autrement et que des questions directrices seraient décision qui semble avoir été prise aujourd'hui. Aucune partie n'a été invitée de faire des commentaires ou de
développer un argumentaire par rapport à cet aspect bien précis de la décision. Mais par contre, ce matin, Monsieur le Président, alors que vous parcouriez la procédure à suivre pour ce procès, j'ai entendu, et j'espère avoir bien entendu, et c'est d'ailleurs pour cela que je me tourne vers vous, pour avoir des éclaircissements. Il me semble vous avoir entendu dire que l'on soit la partie qui a appelé le témoin ou que ce soit la partie qui n'a pas appelé de témoin, de toute façon, aucune question directrice ne sera acceptée. Or, tel que moi je perçois un contre-interrogatoire, c'est que quand on interroge ou on contre-interroge un témoin de l'accusation, ce n'est pas votre témoin que vous interrogez. Donc il faut remettre en question certains des aspects de ce témoignage. Et si on revient à toute cette notion d'équité et de célérité qu'il faut insuffler à ce procès, je me demande alors si un avocat peut contre-interroger un témoin de manière effective et efficace et porter des questions sur la crédibilité du témoin pour la remettre en jeu en quelque sorte, sans pour autant aborder des questions directrices. Maintenant, nous savons tous ce que c'est qu'une question directrice. C'est une question dans laquelle la réponse est incluse. Et moi, je pense qu'il est particulièrement difficile de défier la crédibilité d'un témoin sans pour autant justement aborder ces questions directrices. Et dans ce tribunal international, même si c'est vrai que c'est une cour qui s'inspire à la fois des conceptions de droit civil et de droit commun, il y a malgré tout ici, dans le prétoire, toute une procédure contradictoire à suivre et qui nous gouverne. Et c'est vrai que certaines questions directrices ont été acceptées puisque celles-ci permettent de remettre en question la crédibilité du témoin. Et je me réfère ici à Katanga. Je prends la décision 1665, paragraphe 74, dans laquelle la Cour, pour la conduite des procédures, précise que les questions directrices seront permises pour le contre-interrogatoire. Et je constate que le juge président dans cette chambre, le juge Cotte, était un des grands juges du droit romain. Il était président de la Cour de cassation en France. Et d'ailleurs, des décisions semblables avaient été prises dans l'affaire Lubanga, où dans la décision du 19 janvier 2009, dans la décision 619, paragraphe 28, et nous avons là des décisions qui, justement, reviennent sur l'ambiguïté de la question, entre autres pour Ruto aussi, puisqu'il ne peut pas y avoir de décision de principe a priori et que tout cela sera décidé au cas par cas. Et c'est ce que nous avons dans la décision 41, paragraphe 78. Et la décision que nous avons dans Bemba, par exemple, où il est dit que d'un côté, les parties, des deux côtés d'ailleurs, devront serait-il utile pour la Chambre de consacrer une partie de l'audience de demain matin au début pour permettre aux parties, en ce compris le procureur, pour justement développer leur point de vue sur ce point? Je sais que vous avez donné votre décision ce matin, mais cette même Chambre avait déjà pris une décision en l'espèce qui semble quand même ne pas être cohérente avec la deuxième. Alors, peut-être que ce n'est pas le cas. S'il y a une incohérence, en tous les cas, il serait peut-être utile, mesdames, messieurs les juges, d'entendre l'avis des deux parties
et des arguments développés sur cette question qui est des plus importantes. Autrement, il y a ce que je souhaiterais dire sans nullement vouloir revenir sur une décision qui ont été prises par la Chambre et simplement en demandant des précisions sur la base du fait que pour autant que je sache, à l'heure actuelle, il y a une certaine incohérence entre deux décisions prises par la même Chambre. Et sur la base également du fait que ma préparation jusqu'au jour d'aujourd'hui a été basée sur une conception particulière du contre-interrogatoire. Merci beaucoup. Le juge président. Bien. Je vais bien entendu donner la parole à l'accusation et aux autres parties, bien entendu. Monsieur Knops, je pense que nous devrions procéder ainsi. Monsieur Knops, merci, Monsieur le Président. Nous sommes tout à fait d'accord avec l'observation. Le Président, je voudrais juste demander au greffier d'audience, car je pense que nous ne reprendrons pas la Mr. Knops. Le juge président, Maître Knops. Maître Knops, merci beaucoup, Monsieur le Président. En premier lieu, nous aimerions insister sur le fait que nous sommes d'accord avec certains de nos éminents confrères de l'équipe de M. Gbagbo, nos confrères français, et j'aurais quelques observations à faire. Tout d'abord, le protocole concernant la conduite des procédures remonte au 3 septembre de l'année dernière, ce qui signifie la règle suivante, à savoir que les questions directrices étaient en principe autorisées et admissibles, à moins que la Chambre n'en décide autrement. Et à la lumière de ceci, je pense qu'il est équitable de se pencher sur l'argument de mon éminent confrère, à savoir que la défense anticipait la possibilité de pouvoir contre-interroger ou questionner en tant que partie qui n'avait pas appelé le témoin sur la base donc de questions directrices. Affaire particulière, d'un cas particulier. L'accusation a annoncé 38 témoins. Et si la défense, 138 témoins, se reprend l'interprète, et si la défense s'abstient de poser des questions directrices, cela veut dire que les présentations des moyens de la défense se verront très limitées, la défense n'ayant pas la possibilité de contester le témoin sur la base de sa crédibilité, sur la base de certaines questions qui pourraient menacer les droits des personnes accusées, qui pourraient mettre en danger les droits de la personne accusée, et la présentation également des moyens à charge, non seulement avec des questions ouvertes, mais également, et ceci est inévitable dans cette affaire, avec des questions directrices. Troisième point, Monsieur le Président. Mon éminent confrère Maître Oshie a fait référence à d'autres affaires devant ce tribunal, devant cette cour, a fait référence à d'autres protocoles. Et si la Cour devait interpréter votre décision de ce matin telle qu'elle, à savoir pas de questions directrices, quel que soit le cas, cela, à mon humble avis, Monsieur le Président, créerait une sorte d'inégalité entre les équipes de la défense, à savoir que dans une affaire, les équipes de la défense sont autorisées à poser des questions directrices pendant le contre-interrogatoire, alors que dans cette affaire, cela ne serait pas possible. Ceci crée non pas une approche uniforme et cohérente
en rapport avec les droits de la personne accusée. Et je voudrais très brièvement vous rappeler la décision de la Cour dans l'affaire Jean-Paul Bemba. La décision remonte au 15 décembre 2010, paragraphe 89-90. C'était une requête de l'accusation demandant l'autorisation d'interjeter appel sur le même principe concernant la conduite des procédures. Et dans ce cas, la Chambre avait adopté dans son protocole un mode d'interrogation tel que la Chambre s'attendait à ce que toutes les parties et les participants posent des questions neutres aux témoins. Bien, l'accusation avait demandé l'autorisation d'interjeter appel et la Chambre, au paragraphe 19, a décidé ce qui suit. L'accusation semble interpréter cela comme une interdiction absolue de l'utilisation par les parties de questions directrices lors de l'interrogatoire d'un témoin. Néanmoins, bien que la Chambre ait exprimé sa préférence en faveur de questions neutres et déclaré qu'elle s'attend à ce que les parties utilisent ces questions de manière générale, en tant que règle générale, la Chambre n'a pas pour autant imposé de dispositions dispositions concernant les questions directrices. De ce fait, la Chambre doit conclure que la question soulevée par l'accusation ne découle pas de cette décision particulière. Mais dans ce cas, Monsieur le Président, il y avait un protocole stipulant que les questions habituelles ont la préférence de la Chambre dans sa décision de rejeter l'autorisation d'interjeter appel, et cela avait été nuancé en disant « Il n'est pas possible d'interpréter les instructions à poser des questions neutres de façon à ce qu'il y ait une interdiction absolue de poser des questions directrices. » J'en reviens maintenant à mon dernier et troisième point et à mon humble avis, Monsieur le Président. Si, Madame, Messieurs les juges, vous interpréterez votre décision de ce matin de façon extrêmement stricte, cela, à notre sens, créerait et empêcherait une absence d'uniformité par rapport aux droits de la défense en matière de contre-interrogatoire. C'est la raison pour laquelle nous sommes d'accord avec les points de vue de nos confrères de l'équipe de Gbagbo et que nous aimerions avoir davantage de précisions de la part des juges sur la conduite des procédures et la décision de ce matin. Et la conduite des procédures en fonction du protocole du mois de septembre. Avant de commencer donc le contre-interrogatoire de la défense. Le juge président, la représentante légale des victimes, Madame Maître Massida, Monsieur le Président, nous n'avons pas de soumission particulière sur ce point, donc nous en restons là. Le juge président, Monsieur le procureur. Le procureur. Madame, Messieurs les juges. C'est là une des questions essentielles. Il y en a qui sont plus importantes que d'autres, et celle-là en est certainement une, et c'est la raison pour laquelle je pense que c'est un problème qui exige peut-être une précision à ce stade. Je pense, Monsieur le Président, que votre micro n'est pas éteint. Le problème, à l'heure actuelle, serait peut-être de savoir ce que l'on entend par question directrice dans la formulation des questions. Une question directrice, de manière générale, est une question qui sous-entend la réponse au témoin, mais il y a des formulations également qui peuvent amener à suggérer une réponse. Et en fait, je voudrais soulever peut-être quelques moyens, quelques solutions ou options que la Chambre voudrait peut-être envisager de manière tout à fait très sérieuse. Ce qui n'est certainement pas une question directrice, c'est une question qui harcèlerait un témoin
Et vous l'avez déjà dit, et cela est important, notamment pour un témoin vulnérable, une question qui peut tromper ou une partie chercherait à créer la confusion dans l'esprit du témoin ou mettre des mots dans la bouche du témoin, cela également serait quelque chose que la Chambre souhaiterait certainement interdire. Et il y a également... et des questions non directrices devant cette institution créeraient un précédent. Si nous entendons par là ne pas suggérer une réponse dans la question qui est posée. Mais je pense, Madame, Messieurs les juges, et je fais référence à votre formation juridique, et c'est une distinction sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est la raison pour laquelle je pense peut-être qu'une précision concernant la décision, et mon italien n'est certainement pas ce qu'il y a de plus de meilleur, mais j'ai l'impression que avec le temps, j'apprendrai peut-être, et je pense qu'en fait cela revient à ce qui est une demande suggestive et une question directrice, ou une question qui induit en erreur. Je ne sais pas d'ailleurs si j'ai bien prononcé cela en italien, mais le juge président dit j'ai bien compris. Le procureur, mais mon accent s'améliorera avec le temps. Donc je pense que en fait, le premier point n'est pas autorisé, c'est-à-dire les questions directrices et les questions qui peuvent induire en erreur le sont. Et c'est en fait cela dans le système du droit commun. Et il est vrai que les parties, ici, sont d'accord sur ces mêmes points. Et il est vrai que dans l'affaire de Bamba, dans d'autres affaires et même dans Lubanga, il n'y avait pas d'interrogatoire et de contre-interrogatoire. Il y avait un interrogatoire du témoin. Cela, nous sommes d'accord sur cela. Si c'est une question de terminologie, nous sommes d'accord sur cela. Bien. J'ai cru comprendre que votre voiture est rouge. Est-ce que votre voiture est rouge ? Ou bien dire votre voiture est rouge, n'est-ce pas? Ce sont là différentes formulations de la même question et qui peuvent amener à faire du mal. Et je sais que le conseil, le co-conseil a même soulevé la question en disant que j'ai été trop directif dans la question dans l'affaire de Katanga, ce qui pour moi était un concept étranger. Mais je comprends que cela puisse quelquefois choquer ceux qui l'entendent. Mais on ne peut pas être trop directif dans le contre-interrogatoire. Mais je pense qu'il faut néanmoins être avisé et si nous devons réellement poser des questions aux témoins de l'autre partie et un témoin de la partie opposée, alors il est extrêmement difficile d'aborder les points sans être à même de suggérer ou d'amener le témoin à quelque chose. Donc je pense que vous êtes parfaitement conscient de toutes ces nuances et nous attendons avec impatience la décision de la Chambre sur ce point, mais comme je l'ai dit, ce sont là des points essentiels, en tous les cas pour cette institution, et également je pense que c'est quelque chose qui doit être pris en compte lorsque l'on a des parties qui se mettent d'accord sur quelque chose. Cela ne veut pas dire que nous avons nécessairement raison. Mais je regarde autour de moi et je vois des gens qui ont un certain nombre d'années d'expérience, et même non seulement dans les tribunaux internationaux, mais également nationaux. Et de ce fait, si nous recommandons cela et qu'il y a unanimité sur cette recommandation, la rejeter ne peut pas se faire à la légère. Ceci étant dit, je pense que je vais m'asseoir, Monsieur le Président, parce que je pense que je me suis longuement expliqué. Le juge président, bien, je pense que c'est plus qu'une demande de clarification, de précision, mais plutôt une demande de reconsidérer la chose, dirais-je. C'est comme cela que je comprends ceci sur la base de ce que vous avez dit. Et je ne vais pas maintenant... Bon, j'aurais beaucoup de choses à dire en réponse à vos arguments, bien entendu, mais je
ne vais pas le faire parce que je souhaiterais d'abord parler à mes confrères et ensuite peut-être pouvoir vous dire quelque chose demain matin en début de session. Le seul argument qui, d'une certaine façon, pourrait me convaincre est celui qui a été donné ce matin, et à savoir que vous êtes préparé d'une autre façon. Et ceci, pour moi, est le seul argument, et je répète, le seul argument qui arrive à me convaincre. Pour ce qui est du reste, le posteriori serait une explication par rapport à ce qui est en place. Mais je pense que nous devons en décider entre nous. Je dois en parler avec mes confrères et nous pourrons demain matin revenir vers vous avec des précisions et une décision qui permettrait de clarifier la situation. Donc, il est maintenant 4h moins 5. L'audience est suspendue et levée jusqu'à demain matin, 9h30. Nous commencerons par cette clarification et ensuite nous poursuivrons avec le témoin, l'interrogatoire du témoin. Merci.